S'il vous plaît, je vous tends la main, arrêtez de faire les juges. Il y a des juges dans ce pays. Au nom de la fraude, on se permet trop de choses. Le tampon n'avait pas encore eu le temps de sécher sur le cabis, que le type, il avait fait déjà 3000 audits énergétiques. J'ai fait tous les ministères possibles et imaginables, budget, finances publiques, Matignon, Bercy et l'Élysée. Aujourd'hui, c'est le chien qui se mord la queue. Qui est responsable? Les boîtes d'audit énergétique? L'installateur? Le client? On peut le mettre dedans. Mais qui est responsable? Est-ce qu'on a le droit de faire de la rénovation d'ampleur à 1 euro? Pas du tout, pas du tout. C'est ça qu'il faut faire. Ce sont les... Aujourd'hui, podcast très spécial où j'ai l'honneur de recevoir Alexandre Gorassi. Si je devais le résumer en une seule phrase, un vrai expert du secteur. C'est simple, il maîtrise tous les sujets. Il a créé tellement de boîtes que même lui ne sait plus combien exactement. Il est consultant C2E auprès des cabinets d'avocats et se rend très souvent dans les ministères, à Matignon, à l'Élysée, pour aider, conseiller, donner ses idées et ses solutions. D'ailleurs, juste avant l'enregistrement de ce podcast, il revenait tout juste du ministère de l'Intérieur. Dans ce podcast, Alexandre se livre comme jamais auparavant. Sa vision des fraudes, du système en place et les solutions qu'il aimerait voir mises en œuvre. Préparez-vous parce que ça va parler très cash en toute transparence et comme vous le savez, on adore ça sur ILA26 TV. Avant que ça commence, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne et sans plus attendre, je vous laisse profiter de cet épisode qui va vraiment vous plaire, j'en suis certain. Bon visionnage, c'est parti. Alexandre Gorassi, comment ça va? Très bien, et toi? Écoute, super, ravi de te recevoir sur ce podcast. Merci à toi de me recevoir. Merci de nous accorder ton temps. Ce que je te propose, tu te présentes très rapidement sur ce que tu fais actuellement et après on revient sur ton parcours de A à Z pour voir justement tout ton parcours qui est super intéressant dans les énergies. Donc je te laisse te présenter Très rapidement. bien, actuellement je suis sur ma société de consulting qui s'appelle AEG Consulting, où je fais des consultations dans le domaine de l'énergie, donc sur le droit de l'énergie, sur tout ce qui est la partie réglementaire. Et puis les avancements, avec énormément de rencontres politiques et également pour avancer sur tous les sujets qui sont un peu compliqués en ce moment, que ce soit sur ma prime rénov, à travers l'ANA, que ce soit les C2E. C'est très compliqué, c'est très complexe. Et puis, il n'y a pas de champ de vision, donc je suis là pour dénouer un petit peu les choses et puis avancer dans le bon sens. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc, bien évidemment, avant, j'ai dirigé des sociétés telles que Energia, etc., que tu connais, et puis on va en parler. Bien sûr, on va en parler justement. Donc, comment est-ce que ça a commencé déjà? Comment tu es rentré dans le milieu des énergies? Ça remonte un peu. Ça remonte un peu, ça remonte à 1990 exactement, où je suis rentré à la Générale des Eaux. Et puis, progressivement parlant, on est parti dans tout ce qui est dans le monde de l'énergie. Et puis, j'ai quitté cette grosse boîte en 1994-1995, qui était spécialisée également dans le monde de l'énergie. Et puis, après, on est parti dans les systèmes d'énergie renouvelable. Et puis, j'ai créé mes propres entreprises. J'ai développé... en passant par des hauts et des bas, comme tout entrepreneur, la vie d'un entrepreneur, voilà. Et puis, j'ai créé des groupes, et puis dans notre groupe qui est aujourd'hui EVC, Énergie Venture Capital, qui regroupe un petit peu l'ensemble des métiers tels que les auditeurs énergétiques, tels que l'inspection réglementaire, la valorisation des certificats d'économie d'énergie, ou bien mandataire de l'ANA, administratif et financier de l'ANA. Et puis j'ai développé également cette partie-là, mais en ajoutant, au-delà des normes ISO 9001, etc., on est aujourd'hui le seul mandataire de l'ANA ayant la norme ACPR, donc l'ORIAS, donc je vais toujours pousser plus loin, même si on n'a aucune obligation dans le sens légal, dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut sécuriser de plus en plus les opérations et puis de jouer sur la transparence. Voilà. Donc j'ai tout récemment, alors depuis 3 ans, l'inspection est gérée par Xavier Domanti, qui est le président. Et puis là, tout récemment, j'ai fait la passation à M. Jean-René Poyot, qui était l'ancien cadre dirigeant d'Action Logement pendant plus de 15 ans, plus de 15-20 ans même, et qui a pris la tête de Energia et les sociétés mères. Voilà. Donc, pour pouvoir me libérer et de jouer la partie consultation et également
mon côté un peu artistique du côté de Assad, hein, qui est fait d'experts, en tant que vice-président de fait d'experts, pour Mhm. pouvoir développer des outils et surtout des méthodologies pour pouvoir pérenniser et éviter les dérives dans notre métier. Voilà. D'accord. Donc, n'a pas une très bonne image en ce moment, et même Bien depuis sûr. des années, ça, il faut en parler, il faut dire la Bien vérité, il sûr, faut dire bien ce sûr. qui est, hein. Mais c'est en se serrant les coudes qu'on va y arriver à pérenniser les choses. Alors, tout le monde parle de fraude. Alors, c'est bien un grand mot. Alors, oui, il y en a, Bien sûr, certainement, bien comme sûr. dans tout. On est 60 millions d'habitants, en France 59 millions. Il y a 72 millions de cartes de Vital. Il va falloir nous expliquer où sont les 12 millions où on ne les voit pas, les hommes invisibles, on les appelle. Bien sûr. Donc évidemment, dans n'importe quel métier, il y a de la fraude. Il faut arrêter de dire oui, oui, fraude, 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 fraude. Non, il faut mesurer un petit peu les choses, Mhm. de prendre un peu de recul et surtout de ne plus laisser des trous dans la raquette, parce que c'est ça qui est important. À partir du moment où on a rebouché les trous dans la raquette et on a mis un système sympathique en place et maîtrisé, je pense qu'on va y arriver. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors pour comprendre mieux ta vision, comment est-ce que tu t'es fait cette vision des énergies? Tu as commencé en tant qu'entrepreneur, c'était quoi ta première entreprise? J'étais dans les entreprises, j'avais des entreprises de tout ce qui est parti énergie renouvelable, hein, de toute D'accord. façon, que ce soit les pompes à chaleur, les ballons d'eau chaude thermodynamique, les poêles à granulés, les appareils accumulation, moi je ne vais pas tous les Bien citer, sûr, bien sûr. énergie solaire, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai fait mon temps là-dedans et là-dessus. Après, j'ai créé une marque qui s'appelait Sun Cottage, où Ok, je fabriquais des chalets autonomes en énergie, donc ok, 100% autonomes en énergie, c'est-à-dire ok. on pouvait les placer sur les sites isolés et sans avoir de raccordement à EDF ou quoi que ce soit. Ok. Donc ça a été voilà. Et puis j'ai été appelé à une mission en 2017 pour des obliger à créer des systèmes, de mettre en place des systèmes de contrôle automatisés Ok. sur les certificats d'économie d'énergie dans un premier temps. J'ai senti tout de suite le besoin dans ce secteur. Ça parlait des inspections réglementaires, donc j'ai créé une société qui s'appelle Elite Inspection dans le sens des inspections réglementaires. Et donc, on sécurise, parce que de toute façon, dans les certificats d'économie d'énergie, il y a deux raisons de retoquer un dossier. Le premier, qui l'emportait surtout, c'était sur la partie réglementaire. Donc, nous avons mis en place un outil qui s'appelle OC2ER en 2019. Et cet outil permet de vérifier, c'est un mélange d'OCR, l'œil électronique et l'intelligence artificielle, qui permet de contrôler les documents de manière automatique, Ok. à détecter tout type d'erreur, donc avec plus de 355 points de contrôle, Ok. Sur les pour devis, que les devis, non-conformités. facture AH, audit énergétique, Ok. Ok. voilà, donc on prend vraiment l'ensemble des documents qui constituent un dossier Mhm. et va tout contrôler. Ça évite l'erreur humaine, hein. Ça Bien arrive sûr. à des gens bien de faire des Bien erreurs. sûr. Donc, de cette façon-là, on vient sécuriser la partie documentaire. Après, il fallait également créer une deuxième partie qui était l'inspection réglementaire, tout simplement. Et cette inspection réglementaire, c'est des contrôles in situ, c'est-à-dire il faut se présenter sur place. Et puis, on n'a pas voulu ressembler à d'autres. On a créé Certif, un autre outil numérique, qui sont des photos géolocalisées, hors-datées, blockchainées et non modifiables. C'est Ok. ça l'importance, afin de pouvoir apporter la preuve probante de notre déplacement chez le bénéficiaire par ses prises de vue vidéo ou même scanner des documents. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que ce sont des documents qui ont été photocopiés ou quoi que ce soit. Donc, Mhm. on a le tampon d'un huissier partenaire systématiquement. C'est juste pour pouvoir rassurer tout le monde encore une fois, je parlais de la transparence, c'est d'avoir cette transparence-là. Et voilà, donc on était les premiers à sortir nos outils numériques et qui a été bien imposé en 2023, en juin 2023, par un décret
où ils ont imposé à l'ensemble des boîtes d'inspection réglementaire. Voilà. D'accord. Voilà, grosso modo, on leur a montré le chemin et après, ils y sont arrivés. Ok, Voilà. ok. Et donc, toi, tu t'es spécialisé dans les C2E. Pourquoi Alors, c'est pas exclusivement dans les Ok, C2E. d'accord. Moi, je viens d'une formation, je suis expert en efficacité énergétique D'accord. des bâtiments. Aujourd'hui, je suis expert métier. Ok. Une des raisons pour lesquelles je suis parti de mes entreprises et d'avoir pris la partie consultation exclusivement parce que le droit de l'énergie, c'est un code qui est tout récent. On n'est pas dans le code civil ou pénal où ça existe depuis la nuit des temps. Donc, le droit de l'énergie, c'est tout récent, avec ses complexités, avec des textes qui n'est pas compréhensifs pour le commun des mortels. J'ai une formation juridique, j'ai une formation technique. Donc, le mélange des deux, ça fait une jolie bombe nucléaire pour pouvoir faire face à ces complexités, à comprendre les textes, à les traduire, à simplifier les choses et puis et surtout de les faire comprendre. Parce qu'on a plusieurs secteurs d'activité. On a les auditeurs, les gens qui font les DPE, il y a les installateurs. Et puis, on a également la partie, tout ce qui est l'administration. Il faut un décodeur. Il faut un décodeur pour pouvoir vraiment traduire les différents langages. Les gens, ils n'ont pas les mêmes cursus, ils n'ont pas les mêmes formations. L'entente entre les installateurs et les ingénieurs, c'est pas toujours facile, encore moins facile avec les gens de l'administration. Donc, il faut des décodeurs comme nous pour venir traduire un peu l'ensemble des langages. Alors, j'en rigole en disant traduire les langages. D'ailleurs, l'ensemble de nos outils numériques, ils sont dans toutes les langues possibles et imaginables. Hein. Donc, parce qu'on sait qu'on a des techniciens, des Moldaves, des Roumains, des Turcs, des Pakistanais, des Polonais, des Français, c'est très cosmopolite. Et donc, du coup, on s'est dit, comment faire parce que le type, pour utiliser nos outils numériques, il faut qu'il comprenne déjà comment ça marche. Donc, on les a traduits dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, c'était l'aparté. Donc, j'essaye de m'appliquer à moi, d'être le décodeur qui parle toutes les langues. Voilà, grosso modo, ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et justement, donc tu parles de décodeur, c'est quel type de clients qui font appel à ce décodeur? C'est quoi? C'est tous les profils en fait, tout le monde. En fait, c'est vraiment, ça peut être les obligés, ça peut être les délégataires, ça peut être les mandataires C2E, ça peut être des gens qui font les DPE, les boîtes d'audit énergétique. Je travaille avec énormément de cabinets d'avocats aujourd'hui, depuis plus de 14 ans maintenant, où je leur fais la traduction en langage technique. Un avocat, c'est bien particulier, hein, c'est le droit. En sortant du cadre du droit, c'est très difficile devant un tribunal de faire comprendre le fonctionnement d'une pompe à chaleur quand on est avocat. Bien sûr. Donc, par contre, pour moi, c'est un jeu d'enfant de faire comprendre devant un juge, de faire, on appelle ça amicus curiae. C'est l'ami du juge, amicus curiae, c'est en latin. Donc, du coup... donc, tu les assistes au tribunal, les avocats systématiquement, bien sûr. D'accord. Donc, du coup, en fait, on a les experts, donc bientôt experts judiciaires auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc, du coup, on vient traduire dans un langage simplifié les mots techniques et juridiques pour que le juge puisse prendre une décision. Voilà notre métier de décodage et décodeur. C'est ça mon job aujourd'hui, à part entière. Je pratique depuis plus de 14 ans, sauf que étant à la tête de plusieurs entreprises, entre 9 et 11 exactement, je ne sais plus, mais je ne m'en sortais plus. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis ni belle ni femme. Mais j'ai voulu consacrer aujourd'hui, avec un peu plus de recul, un peu plus de bouteilles, d'aller vers mes passions qui sont beaucoup plus tout ce qui est les causes
en rénovation énergétique des bâtiments, donc mon premier métier d'amour, et puis aussi de mélanger ce savoir-faire entre la partie juridique et la partie technique, qui apporte beaucoup plus d'éclaircissement dans les termes qu'on utilise, que souvent tout le monde ne peut pas comprendre. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc tu nous dis que tu as accompagné des avocats et que tu continues de le faire au Bien sûr. tribunal dans des cas énergétiques. Bien sûr. Dans quel cas on se retrouve au tribunal pour des cas énergétiques? C'est quoi les... Wow. Qu'est-ce que Alors, tu as vu? très compliqué au niveau des lois. Après, tu as le code de la consommation, tu as le code pénal, tu as le code civil, tu as le code de l'énergie. C'est compliqué, c'est compliqué. Aujourd'hui, 99% des dossiers finissent au pénal. Pourquoi? Alors quand on commence au civil, c'est complexe, c'est complexe. Ils disent, pour les obliger, il faut que vous jouiez votre rôle actif et incitatif, hein, ce qu'on appelle la RAI. Bon, la RAI, je veux bien, mais par quelle magie? Il va falloir m'expliquer comment on peut faire notre rôle actif et incitatif, enfin pas le mien, hein, mais pour les obligés en question, Bien sûr. comment ils peuvent mener leur rôle actif et incitatif alors que le code de la consommation interdit aux entreprises d'appeler les gens, donc pas d'appel téléphonique, pas de porte-à-porte, pas de phishing, pas de publicité, pas de publicité sur Internet, pas sur les réseaux, et puis pas de porte-à-porte. Oui, bien sûr. Donc la voix de Saint-Esprit, j'y crois, mais fortement, mais pas pour ça, pour autre chose peut-être, mais pas, certainement pas pour ça. Voilà. Donc évidemment, le petit artisan du coin qui n'est pas obligatoirement connu parce qu'il ne fait pas partie des grands groupes, il y a une chance sur 1 million qu'il soit tiré au sort pour être appelé par un client, par un bénéficiaire qui veut réaliser des travaux chez lui. Donc, comment se faire connaître alors qu'il habite à moins de 3 km du bénéficiaire? Comment se faire connaître en ayant une interdiction totale d'approcher le client? Je veux dire, là, on n'est plus dans le business, c'est-à-dire ils sont en train de tuer les entrepreneurs en France, on est en train de tuer l'artisanat en France, les artisans qui sont et puis ils sont en train d'enlever le cœur et le poumon d'un pays, notre beau pays qui s'appelle la France, en touchant vraiment le cœur et le poumon qui sont les entreprises et puis les artisans. Bien sûr. Et puis le bâtiment. Le bâtiment, c'est l'économie d'un pays. C'est la base. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, donc on est dans ce cas de figure-là. Donc ça, c'est pour la partie, tout ce qui est le monde du bâtiment. Après, deuxième volet, effet qui se coule, hein, comment on peut appeler ça? On ne sait pas, on est indécis. Est-ce qu'on fait l'invention? Mais ça vaut tout l'or du monde, l'invention, elle est magnifique. On abroge la barre TH164, oui, donc la réno globale, et puis avec énormément d'imagination, parce que là, il faut des bacs plus 25 ou 40. On invente les travaux d'ampleur. Mon Dieu, la fiche barre TH174, j'ai mis 10 points de plus, j'ai enlevé global, j'ai remplacé par ampleur. Donc ça, un jour, peut-être que j'aurai l'explication, mais bon. Tu les as pas? Tu les as pas encore? Alors, je rencontre beaucoup de monde et ça reste vague, Donc, on abroge la fiche pour une autre fiche. Donc, on n'a plus le secteur d'activité des C2E, donc on confie ça, la patate chaude, à l'ANA, au nom de la fraude. Bon,
Et guichet unique, c'est très bien. Je suis pas là pour critiquer. Je suis là, c'est pour en parler librement. Bien sûr, Je bien pense sûr, que bien ce que sûr, tu bien sûr, bien cherches à sûr, comprendre. exactement, Voilà. complètement. Donc, et là, l'ANA, déjà, avec énormément de mal à gérer le monogeste. Donc, alors déjà, ça aussi, monogeste, je ne comprendrai jamais. C'est comme si on mettait un moteur d'une Ferrari dans une 2 chevaux. Aux premières accélérations, la voiture elle n'existe plus. Hein. Mais bon, on va mettre une pompe à chaleur, bien, dans une maison, ce qu'on appelle gruyère. C'est-à-dire qu'on est dans un... Passoire. Passoire, passoire, je respecte les passoires thermiques. Ok. Les maisons gruyères, c'est qu'à travers les murs, je vois les champs. Donc voilà, j'ai plus de télé, j'ai un écran, c'est les champs. Et puis on vient vendre des économies d'énergie en mettant une pompe à chaleur et un ballon de chaud thermodynamique en disant vous allez voir, vous allez faire des sacrées économies. mais chauffer le ciel, ça ira plus vite. Mais bon, et là, le sens logique. Voilà, bon. Et là, on vient et puis on fait, on invente des lois, on change des noms, on passe de 164 à 174. Et puis, on passe de C2E à l'ANA. C'est complexe. Donc, déjà, ils n'ont pas du tout les mêmes normes, que ce soit l'ANA ou C2E. Ce n'est pas basé sur les mêmes normes. Sur la barre TH 164, alors, ils parlent de fraude. C'est ça qui est marrant. Sur la barre TH 164, il y avait 100% de coffrac. C'est-à-dire qu'un chantier réalisé sans un apport coffrac, le rapport, il n'y a pas, et on ne valide pas. L'ANA, c'est sur le travaux d'ampleur, ils imposent que 10%. 10% de quoi? De contrôle. Ah, des contrôles, d'accord. Donc on parle de fraude. Et puis au lieu de 100%, on fait 10%. Moi, j'arrive plus à comprendre. Et après, ils disent il y a de la fraude. Et c'est normal. Mais c'est normal. Vous ne contrôlez pas. Ils contrôlent pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, ils arrêtent un système pour en créer un autre. Mais dans l'autre, c'est plus des trous qu'il y a. C'est des volcans, c'est des bouches de volcans. Donc, c'est impossible à gérer. Et puis, avec la lenteur du système. Donc, on a l'un, c'est une partie privée. L'autre, c'est l'État. L'un, c'est les fonds privés. L'autre, c'est de l'argent public. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'économie de notre pays peut s'offrir des escapades de folie et de faire des tests à grandeur humaine. Enfin, c'est aberrant leur système. Bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, tu vois l'ANA avec 10% de contrôle et puis la lenteur du système. La lenteur du système. Un dossier constitué, ça peut mettre entre 3 et 4 mois pour avoir une lettre d'octroi. Et encore, on a vu plus. On a eu Victor Joly, juste à 1 heure, qui a dit son record, c'est 8 mois. Pour une lettre d'octroi. D'accord, bon ben voilà. Donc, oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'ANA qui gère les lettres d'octroi. Okay. Ce sont les DDT. Justement. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 110 DDT en France. Ok. C'est un secteur que je connais très bien. Ok. Ça tombe bien. Ouais. Il y a déjà une quinzaine, il n'y a pas d'agent. Okay. Donc l'absence totale d'une personne pour gérer ça. Ensuite, les DTT, selon les régions, c'est des fois une personne juste le mercredi. Incroyable. De 9h à 10h. De 9h à midi. Avec la pause café. Non, je plaisante. Non, c'est des gens qui travaillent. Mais là, le vrai problème qui va se poser, c'est que ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir traiter autant de dossiers. Ce n'est pas de leur faute. Et ils n'ont pas les moyens
les préfets, ils n'ont pas les moyens de pouvoir embaucher des gens, former les gens et de les mettre en place. Donc, du coup, une partie des dossiers est confiée à des agences France Rénov', parfois des gens qui travaillent dans les communes, des directeurs techniques, des mairies, qui viennent pour donner un coup de main, mais sans connaître la réglementation. Alors, ils ont en effet de la formation technique. Là-dessus, ils sont même beaucoup plus forts que moi. Mais la réglementation en soi, il faut connaître les règles, donc sur la partie juridique, je parle. Ils viennent et puis ils sont dans un mood bâtiment pur, sans vouloir comprendre. Par exemple, ils disent ouais, dans le devis, il n'y a pas de VMC, c'est catastrophique, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a les moyens techniques de poser un VMC? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une VMC, ils n'ont pas la réalité du terrain. Alors, c'est des gens, encore une fois, des sachants. Bien sûr. Mais la réalité du terrain, c'est différent. Si tu me demandes aujourd'hui, moi, d'aller poser une pompe à chaleur, je ne saurais pas. Si tu me demandes de mettre un ballon thermodynamique, je ne saurais pas l'installer. Donc, pour moi, c'est une évidence que je me trouve dans une maison, que je peux installer une pompe à chaleur, et voilà. Et pour le technicien qui va l'opposer, on est tombé sur des murs qui font 80 cm. Il faut une carotose pour passer le mur. Donc, alors que pour des gens comme toi et moi, on va arriver, on va regarder, on va dire, bon, c'est facile, on va l'installer. Mais des infaisabilités techniques existent. Bien sûr. Donc, alors ils disent, oui, mais il faut un VMC double flux. Mais double flux, c'est-à-dire on est dans du coaxial, c'est-à-dire on a une reprise et c'est coaxial, c'est deux tuyaux, un tuyau dans l'autre. Mais quand c'est gainé, on ne va pas détruire les murs pour changer les gaines. C'est impossible, c'est irréalisable, c'est infaisable, voilà, c'est une certitude. Donc, alors ils trouvent parfois, alors les causes sont multiples, hein. Il y en a qui trouvent que les prix sur le devis par rapport à des sociétés ou les artisans du coin, ils sont beaucoup trop chers. À ce que je sache, les prix sont libres en France. Raisonnablement, je parle pas du simple double. Bien sûr. Mais à partir du moment où on n'est plus sur la vie technique, c'est-à-dire que le type, il vient, il dit non, mais à 120 euros, l'ITE à 120 euros du mètre carré, pour moi, c'est trop cher parce que la semaine dernière, j'ai chopé un artisan qui me faisait à 110 euros. Alors, le problème, il vient de là. C'est pas absurde. C'est que il a raison, le type. Il dit, j'ai trouvé un artisan à 110 balles du mètre carré. L'artisan, il est là avec souvent, comme un artisan, un apprenti qui est payé entre 400 et 500 euros par mois. Il a son camion et puis il fait ses devis, ses factures, tout ce qui est administratif. La vie d'un artisan, quoi. Et puis, on a des entreprises. Ces gens-là, ils ne savent pas faire la différence entre le tarif d'un artisan qui a très peu de charges et une entreprise où ils ont 180 salariés techniciens, 30 en administratif, et puis tout ce qui est le back-office, une trentaine de personnes pour pouvoir constituer les dossiers, le comptable, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, les assurances par rapport au volume qu'ils font. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes coûts. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire et on ne peut pas juger. Donc, s'il y a des gens qui m'entendent, s'il vous plaît, je vous tends la main, arrêtez de faire les juges. Il y a des juges dans ce pays, ils sont dans les tribunaux, d'accord, et pas dans les DDT ou éventuellement dans les mairies. Donc, on se renseigne avant sur la taille de l'entreprise, de voir
est-ce que ces entreprises sont de quelle taille, et que quand on a affaire à des entreprises qui ont 150, 200, 400 salariés, évidemment, le coût n'est pas pareil qu'un artisan. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Et puis, les matériaux utilisés également, ça compte. Une pompe à chaleur, vous pouvez trouver des marques à 2 000 €, et puis vous pouvez trouver des marques à 6 000 €. Donc il faut regarder également ce qui est mis et placé chez le client. Alors, je parle de pompe à chaleur, je parle d'isolant thermique, je parle de tout ce que vous voulez, mais selon les marques, on a du simple au triple en termes de prix. Donc, on ne peut pas comparer, de dire, oui, mais Monsieur Duchemol, il a une maison identique, puisque c'est la maison à côté. Son devis faisait 23 000 €, et puis ici, vous êtes à 25 000 €. Ben, il suffit tout simplement, quand on tombe sur un mur où c'est un peu épais et qu'on ne peut pas traverser par les perceuses classiques, il faut aller chercher une carotteuse. Une carotteuse à la location, ça vaut 1 200 € la journée chez Kiloutou. Et ça mèche au diamant, ça vaut 900 €. Donc c'est 2 000 € c'est 2 100 € de différence de tarif pour pouvoir, techniquement, juste pour pouvoir passer et faire l'installation. Mais qui va le payer? Donc, c'est tout ça qui fait que ça donne la lenteur du système. Donc, une méconnaissance, et puis de sortir du cadre dans lequel on doit être limité par rapport à l'instruction d'un dossier. Mais quand on commence à regarder sur les 7 générations avant de l'installateur, et de prendre tous les paramètres qui font pas partie d'un cahier des charges, et que ça devient un travail individuel et une vision personnelle de la chose, évidemment qu'on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est une pure évidence qu'on ne peut pas avancer dans ce système-là. Donc, les DTT, donc, ils sont impuissants. Alors, ce n'est pas de leur faute, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le savoir-faire, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, par rapport au flux qui arrive tous les jours, ils sont obligés de sous-traiter une partie par d'autres services qui ne connaissent pas la réglementation. Donc, ça fait traîner les choses. Après, on a connu la période où on n'avait pas le budget. Donc, la France a été gelée pendant 3 mois quand même, il faut le savoir. Bien sûr, Donc, bien voilà. sûr. Donc, on ne peut pas attribuer des lettres d'octroi parce qu'on ne connaît pas le budget, parce qu'on va avoir des budgets. Là, on entend parler que les budgets sont très, très limités et que par rapport au nombre de devis qu'ils ont reçus et de dossiers montés auprès de l'ANA, donc ils ne savent pas si éventuellement après juin, est-ce qu'il y aura des budgets qui seront suffisants pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Ils ne savent pas s'ils veulent continuer la partie. Là, ces dernières semaines, j'ai fait tous les ministères possibles et imaginables, budget, finances publiques, Matignon, Bercy, et j'en passe, et l'Élysée, avec les conseillères et les conseillers. Là, je sors du ministère de l'Intérieur pour venir vous rejoindre, où on était sur la partie numérique pour pouvoir identifier toute la chaîne d'un chantier, c'est-à-dire de A à Z, de pouvoir mettre en place des outils numériques qui permettent de savoir du démarchage du client jusqu'à la fin de son installation et de pouvoir suivre toute la chaîne, que ce soit le DPE, l'audit, l'installateur, le devis, la facture, la boîte d'inspection réglementaire, les MAR, 1, 2, 3. Donc, de pouvoir donner ce qu'on appelle un livret de santé, livret énergétique d'un bâtiment. Donc, voilà ce qu'on est en train de mettre, mais numérique. Voilà, comme ça, on sait qui est intervenu, à quel moment. Et au moins, on peut chercher la responsabilité de quelqu'un. C'est comme la barre TH 164. Ils viennent, ils disent barre TH 164, magnifique, Renault Global, parfait.
Aujourd'hui, c'est le chien qui se mord la queue. Qui est responsable? Les boîtes d'audit énergétique? L'installateur? La boîte de coffrac? Le client? On peut le mettre dedans, le bénéficiaire. Mais qui est responsable? Mais réellement, qui est responsable? C'est-à-dire qu'ils disent, oui, les rendements des chaudières ou des générateurs de chaleur n'ont pas été respectés. Il y a eu des abus sur les CHAB. Il y a eu des abus sur l'état initial de la maison. Mais ce n'est pas l'installateur qui l'a fait. Ce n'est pas l'obligé ou le délégataire qui a fait cet audit énergétique. Vous avez voulu créer un système et puis vous avez attribué plus de 2500 RGE en moins de 3 mois à n'importe qui, sans voir qui était, au final, aux manettes de cette société. Le tampon n'avait pas encore eu le temps de sécher sur le cabis, que le type, il avait fait déjà 3000 audits énergétiques. Mais à un moment donné, mais c'est vrai, quoi. Bien sûr. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut le dire. Bien Donc sûr, voilà, bien sûr. tu vois ce que je veux dire. Bien Donc ils veulent aujourd'hui punir les artisans et les entreprises et les délégataires et les obligés, mais ils n'ont pas de responsabilité sur les audits énergétiques. Ils vous donnent 3 scénarios. Donc l'artisan, il a fait quoi? Il a suivi un scénario de l'audit énergétique qu'il avait eu. Donc il a procédé à son installation en bonne et due forme, suivant un cahier des charges, donc scénario 1, 2 ou 3. Et puis on lui dit, non, vous avez grugé, vous avez triché, mais à quelle heure? Et puis vous en êtes responsable. Mais quelle responsabilité? On a une boîte d'audit énergétique, RGE Études, qui vient lui dire, voilà, mon audit, tu dois suivre l'audit. Et l'installateur, ils sont... On s'est compris. Ah bah, 1, 2 ou 3, d'accord, je fais 1, 2 ou 3. Voilà, bien sûr, point final. Ils suivent. Bien sûr. Parce qu'il sait très bien que quand il y aura le moment de l'inspection réglementaire, qu'est-ce qu'il va contrôler l'inspecteur? Il va contrôler le devis, la facture, et puis les scénarios, ça a été respecté 1, 2 ou 3. Et puis la conformité des règles de l'art, est-ce que c'est bien posé, est-ce que c'est pas bien posé? Merci, au revoir. Bien sûr. Donc aujourd'hui, dans cette chaîne de valeur, qui est responsable? Moi, je ne sais pas. Eh bien, moi non plus, on est deux. Mais moi, je le sais, mais je ne le dirai pas là. Okay. Mais c'est une réalité de la chose. Après, il y a version Lana, qui est encore autre chose. On est sur des sauts de classe. On n'est plus sur l'initial et puis à l'arrivée, voilà, à combien on est. Là, on est sur des sauts de classe, c'est différent, encore une fois. Donc, la lenteur des services DDT, parce que l'ANA n'est pas décisionnaire du tout. Et puis, arrivé en deuxième phase, là, c'est le pompon. Le dossier, il est terminé. Et l'instructeur doit valider ce dossier. C'est une lourde responsabilité pour l'instructeur qui dit « Ah, je dois valider, en bas de page, je dois mettre ma signature. » Et là, nouveauté, on rencontre énormément de problèmes avec les instructeurs. Moi, j'ai énormément d'artisans sur mon réseau par lequel ils passent pour me contacter, pour pouvoir intervenir, pour essayer d'aller résoudre ces problèmes-là pour ces installateurs qui sont complètement perdus. Et l'instructeur, il dit oui, mais attendez, moi, ça me convient pas, mais c'est pas possible. Donc, moi, je pense que pour le bien-être de tous, il faut que l'instructeur, tous les instructeurs de France et de Navarre, soient avec les MAR sur place. Sur place, c'est-à-dire que la première visite MAR doit se faire avec un instructeur. Ok.
Pour moi, c'est l'idéal. Comme ça, on a identifié le bénéficiaire, ils ont échangé ensemble et ils ont fait un système de cahier des charges. On est rassuré. On est rassuré, sauf que, évidemment, ça demanderait qu'il y ait des effectifs. Voilà. Et est-ce que l'État, aujourd'hui, a les moyens si on avait les moyens, est-ce il faut trouver les gens qui soient experts dans la matière. Bien sûr. Et puis aussi, de l'autre côté, ils ont encore une fois laissé des trous dans la raquette, puisque le nombre de mares, à ma mémoire, il y a encore un an, il y avait 500, 600 à peu près. Aujourd'hui, on est 3500. Ouais. Comme par hasard. Évidemment, ils n'ont pas regardé qui devenait marre. Il y en a marre, mais c'est vrai. Bien sûr. Donc, et puis ça a déjà commencé, puisque les mares, ils ont l'obligation de passer comme les contrôles in situ, c'est exactement la même chose. Il faut que ça soit là. Il n'y a pas de sous-traitance possible, si, pour l'audit, mais néanmoins, l'accompagnement doit se faire par des personnels salariés. Nous, chez nous, on a décidé dans notre groupe d'avoir 26 agences sur les 13 régions. Il y a 13 régions en France, y compris la Corse. Donc, il y en a 2 agences dans chaque région, des salariés, des ingénieurs. Les audits y sont faits. L'accompagnement se fait. On a des formations tous les 3 mois par des formateurs agréés, parce que c'est un métier aussi, c'est pas parce qu'on connaît le milieu du bâtiment. Bien sûr. Quand on arrive chez les gens, il faut également prendre et savoir écouter les gens. Moi, j'appelle ça les assistants sociaux, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Il faut savoir être à l'écoute. C'est l'accompagnement d'un foyer énergivore. On est dans le monde des grands précaires. Il faut pouvoir les aider. Il faut les accompagner. Il faut les écouter, trouver des solutions, de trouver des solutions pour la partie reste à charge. Mais encore une fois, ça aussi, c'est mon combat, puisque j'essaye de faire entendre raison à l'État, mais bon, les règles sont les règles, donc on ne va pas au sens contraire des règles, mais comment expliquer à une famille avec très peu de revenus, qui en général, le 5 du mois, ils sont déjà en difficulté financière, de pouvoir sortir entre 2 000 et 6 000 euros de reste à charge. Alors, nous avons un service complètement dédié où on va chercher vraiment l'ensemble des aides publiques, parapubliques, et également les aides régionales, etc., pour pouvoir un petit peu baisser les restes à charge pour les gens qu'on accompagne en tant que MAR. Mais c'est très difficile, c'est très dur et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces gens-là, ils ne peuvent pas, même parfois, 1 000 ou 2 000 euros de reste à charge, c'est impensable pour eux. C'est énorme, c'est énorme. Donc, du coup, comme on n'a pas de solution, on abandonne beaucoup de projets en disant, on dit toujours, on ne pousse pas mémé dans les orties. Voilà. Donc, ils sont dans une situation difficile, on ne va pas leur créer, et donc on n'aura pas solutionné d'ici 2050 nos objectifs, parce qu'il y a des barrières systématiquement, après la barrière administrative et instruction dans les DDT, le suivi des dossiers, les barrières financières qui existent entre le bénéficiaire et les mares et les entreprises. Donc, tant qu'on ne vient pas donner un coup de pied dans la fourmilière, de dire, attendez, il faut solutionner. Alors, aujourd'hui, le mot, c'est au nom de la fraude, on se permet trop de choses. Voilà, c'est ça qui me dérange, en fait.
C'est que dès qu'on dit oui, machin, la fraude. Mais la fraude de quoi? Déjà, mettez les bœufs avant la charrue, peut-être que ça vous aidera. Arrêtez de créer des trous dans la raquette, de pouvoir figer l'histoire de numérique où je sors du ministère de l'Intérieur en disant « Attendez, toute la chaîne, il faut qu'on trouve le responsable. » Quelqu'un a fauté dans l'histoire, il faut le trouver. Et ça, on passe par une chaîne numérique, directe, de A à Z. À chaque étape, on sait qui est intervenu. Donc, on peut aller voir. L'erreur, on va pouvoir détecter. Mais là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire, voilà, c'est au nom de la fraude, on se permet tout, c'est du freestyle, et je fais ce que je veux. Bien sûr, bien sûr. Et je bloque un pays et le cœur du pays, qui est le bâtiment. Bien sûr. Alors, quand le bâtiment va mal, tout va le pays mal. va mal. Alors justement, on a parlé des restes à charge pour les familles. Ah. La question qui est importante en ce moment, et justement j'en ai parlé avec Victor Joly qui était à ta place il y a à peu près 2 heures, est-ce qu'on a le droit de faire de la rénovation d'ampleur à 1 euro? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a un quiproquo avec, je crois, la lettre, je ne sais plus, c'est Victor qui l'expliquait, où il y a écrit qu'en contrepartie, on peut, enfin, l'installateur peut, l'ANA dit que non, mais il y a quand même une autre version où c'est écrit qu'en contrepartie, on peut aider. Alors, il y a des gens inventifs, donc ils vont te créer des histoires à dormir debout, des contrats du droit à l'image. Tiens, c'est d'ailleurs ce que je vais te demander, non, je plaisante. En disant, étant donné qu'on va vous mettre sur notre site internet, on va utiliser votre image, messieurs, dames, donc pour lequel je vais vous rémunérer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. En règle générale, ça arrive au reste à charge. Ok. Bon. Et évidemment, ils ne vont pas sortir un carnet de chèques pour faire ces 5 000 euros et encaisser 5 000 euros. Ce n'est pas le but de rechercher. Donc, ça se passe en termes de remise en bas de page, ce qu'on appelle une remise cachée. Là, je te parle en tant que juriste, interdit. Interdit. D'autres utilisent d'autres systèmes, des contrats autres, tels que des contrats éventuellement d'entretien, le suivi conso, etc., etc., performance énergétique. Mais vraiment, voilà, si on veut regarder le cadre légal, il n'y a pas de mot d'échappatoire. Voilà. C'est interdit. C'est interdit. Maintenant, ce qui n'est pas interdit, ce n'est pas le conseil que je donne. Hein. Ce qui n'est pas interdit, c'est de pouvoir communiquer. Ça, ce n'est pas interdit. C'est le conseil que je donnerai à l'ensemble des mares et des gens du métier. Ce qui ne reste pas interdit, ce sont les actes qu'on peut mener. C'est ça qu'il faut faire. Et quand tu vas massifier ces actes, à un moment donné, il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont apporter des solutions légales et ils vont rendre les choses légales et on s'en sortira. Alors, c'est quoi ces actes? Tout simplement d'établir un état financier du foyer et de pouvoir prouver à l'ANA ou la DDT, l'instructeur, dans une note à part, en disant « Monsieur l'instructeur, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la situation de cette famille. Voilà l'ensemble de ces charges. Ils sont peut-être même parfois interdits bancaires, donc ils ne peuvent pas avoir un financement. Ils sont en commission de surendettement, donc ils ne peuvent pas non plus faire un financement derrière. Ils ont des enfants, le nombre de personnes à charge, et voilà les charges. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'à titre exceptionnel, et là c'est l'humain qui parle, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. En fait, moi, la corde sensible sur laquelle je joue,
c'est cette relation humaine. On a tous un cœur, on a tous un objectif, c'est de faire du bien à l'autre. Comme tu le sais, je suis d'origine perse, hein, je suis iranien d'origine, et comme religion, je suis zoroastrien. Alors tout le monde ne connaît pas. Pourtant, c'est une des premières religions c'est du monde, hein, le côté zoroastre. On a 3 règles, on n'a pas 10 règles. Ni 11, ni 10, ni 26. Et nos règles sont basées sur la bonne parole, la bonne pensée et la bonne action. Et je pense que dans le monde, si tout le monde pouvait respecter que ces 3 règles-là, il n'y aurait pas de guerre et il y aura un tel respect vis-à-vis des gens et on vivrait beaucoup mieux. Mais encore une fois, ce sont mes croyances et ma vision de la vie. Hein. Ça fait partie aussi des piliers des autres religions aussi. Exactement. Donc du coup, si tu veux, l'objectif, mon objectif à moi à terme, et c'est pour ça que j'ai voulu trouver ma liberté de parole, de ne plus diriger des entreprises où je ne peux pas m'exprimer parce qu'on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, je me suis donné cette liberté aujourd'hui de devenir consultant. Je suis expert métier. Et puis, j'ai beaucoup plus de souplesse aujourd'hui de pouvoir parler, chose que je n'avais pas avant, et de passer le message en disant, à un moment donné, il faut se réveiller, mais vraiment se réveiller et de rentrer. Et j'invite fortement nos ministres, leurs conseillers, d'aller sur le terrain à l'encontre de ces gens-là. Alors, oui, c'est facile d'écrire des textes. Les textes s'écrivent derrière un bureau. Mais j'aimerais que ces textes soient écrits chez ces gens-là. C'est ça qui va faire la différence. Ça veut dire que ces mêmes personnes qui sont là pour pondre les textes, s'ils arrivent et qu'ils passent une journée dans ces foyers, je pense qu'on aura gain de cause et ils vont pouvoir dicter la chose suivante. Oui, vous pouvez le faire sans reste à charge. Bien sûr, mais même pas forcément que des familles. Même toi qui as cette réalité du terrain, ils pourraient inviter, lorsqu'ils préparent des fiches, justement des acteurs de la rénovation pour voir leur réalité, voir ce qu'ils en pensent. Parce que... Moi, je pense que ceux qui écrivent les textes, ils sont trop loin de la vérité. Donc, c'est pas des gens comme moi. Moi, je suis leur porte-parole à ces gens-là. Il faut le savoir. Hein, les bénéficiaires, quand je fais énormément, je te dis, voilà, depuis 1 an et demi, 2 ans, je fais beaucoup d'interventions auprès des ministères. Et puis, pour essayer de leur montrer le chemin, enfin ma vision à moi, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais certainement pas même. Mais si on s'y met tous, mais là, je peux pas me tromper, parce que moi, j'y vais, il faut le savoir. J'y vais parce que je fais d'autres métiers à côté, tels que, je ne sais pas si tu as eu la connaissance, j'ai une application qui s'appelle Nunchi. Nunchi, j'ai inventé ça quand il y a eu énormément de problèmes en Iran, donc pour le droit des femmes en Iran. Donc, il faut savoir que dans les tribunaux, 90% des plaintes pour violence conjugale ou violence sur enfant n'aboutissent pas. Voilà. Donc, manque de preuves. Manque de preuves. Donc, j'ai profité de mon savoir-faire dans mon domaine et j'ai fait des espèces de dérivés de mes applications qui s'appellent Nunchi. Et donc, du coup, c'est gratuit. Donc, ça, c'est ça qui est important de le dire. Donc, voilà, que j'ai mis à disposition pour l'ensemble des femmes en Iran pour pouvoir apporter la preuve numérique
et de manière incontestable des violences dont elle subissait. Donc, voilà. Incroyable. Et puis, je fais le développement en France aujourd'hui et on est sur le point de rentrer notre application au niveau national Wow. pour la violence des femmes, d'une part, et des hommes, Bien sûr. parce que des fois, il y a des Bien hommes sûr, qui... bien sûr, bien sûr. Voilà, il ne faut pas oublier, Bien sûr. et les enfants. Donc, Ok. maltraitance des enfants, et puis aussi pour les écoles dont les enfants ils sont victimes de violences, et ça, c'est pas nouveau, et harcèlement. Donc, du coup, tout le monde peut s'équiper et en prenant des photos ou des vidéos ou des enregistrements, c'est envoyé immédiatement, en temps réel, sur la blockchain d'un huissier de justice qui peut garder. Et là, Ok. c'est la preuve probante qu'on peut apporter immédiatement, de dire, voilà. Et ce qui manque, et ça, tu peux vérifier, hein, il y a les réseaux et l'Internet Mhm. pour ça. Et puis l'intelligence artificielle aujourd'hui qui fait fureur. 90% des procédures dans ces genres de cas, c'est sans suite. C'est des affaires sans suite par manque de preuves. Mhm. Donc aujourd'hui, il faut constituer la preuve, quel que soit dans notre métier, pour qu'on arrête à un moment donné de soupçonner tout le monde. C'est ça que j'essaie d'imposer. Mhm. Et puis, pour résumer le tout, également, de trouver un terrain d'entente entre les parties. J'ai encore le 5 mai où je suis à la Tour Sequoia, donc on va rencontrer également pour pouvoir parler de la 6e période. Est-ce qu'ils vont vraiment lancer les fiches ou pas? Encore une fois, sur la partie numérique aussi, énormément. Parce que je pense qu'ils cherchent une solution de sécurité avant tout pour pouvoir débloquer le business. Grosso modo, c'est mon pressentiment, ce sont les messages directs et indirects que je reçois. Voilà. Et puis le 7 mai, je suis au ministère du Logement pour essayer justement de voir des solutions et d'apporter des solutions pour la partie l'ANA et de voir comment on peut accélérer les lettres d'octroi parce que l'effet qui se coule après la lettre d'octroi, il y a la partie travaux, il y a la partie barre et inspection réglementaire. Et puis, l'attente du paiement du dossier. Et alors, qu'est-ce qu'il te Voilà. dit, ces ministères? Parce que justement, comme tu nous dis, t'en rentres pas mal. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe ou est-ce qu'ils sont complètement hors sol et ils t'entendent à moitié? Non, ils ne sont pas du tout hors sol. Ok, Ils nous écoutent avec beaucoup d'intention. ok. Donc, il n'est pas du tout pris à la légère, pas du Ok, tout. ok. Euh, mais je pense qu'ils ne sont pas structurés. Voilà. C'est-à-dire que les services de l'État aujourd'hui ne sont pas assez nombreux pour pouvoir traiter autant de demandes. Et puis, la partie, il n'y a pas une règle imposée à tous. Quand il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Quand il n'y a pas de loi, on est aussi, comme les fraudeurs qui sont dans les dérives, Mhm. aussi les agents qui contrôlent ces dossiers, ils peuvent dériver. Mhm. C'est-à-dire que on n'a pas un cahier des charges en disant j'ai une règle, je dois contrôler 10 points et je ne sors pas de mon cadre. Ouais. Je fais ce que je veux. Et quand on donne à un être humain le pouvoir de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, on rentre dans un système qui n'est pas conventionnel et qui ne respecte pas les lois. Donc, et là, on est encore une fois entre le rêve et la réalité, il y a un monde de différence. Il faut qu'ils puissent mettre une règle en place et de dire on ne sort pas du cadre, on reste dans le cadre. Et puis, une fois qu'ils ont établi la réglementation, de pouvoir... Là, ça sera beaucoup plus facile. Mhm. Parce que quand tu vas embaucher du monde, c'est ça la question,
si tu veux lui faire une formation sans règles, mais c'est à l'infini. Parce que si tu me dis, est-ce que tu peux me faire une formation, mais sur quoi? Je ne sais pas, mais je te fais toutes les formations du monde. Et on sera dans 90 devant derrière nos micros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si tu me dis, je veux une formation, comment faire pousser cette plante qui est là entre nous deux? Eh bien, OK, si j'ai le savoir-faire, je vais t'apprendre comment faire pousser cette jolie plante qui est entre nous deux. Voilà, donc, voilà. Voilà. Donc, d'abord, encadrer la chose, de dire, voilà, on a 20 points de contrôle, on vous demande de respecter ces 20 points de contrôle, et tu iras beaucoup plus facilement former des gens sur ces 20 points de contrôle, et en disant, je vous interdis de dépasser les 20 points de contrôle. Il n'y a pas 21, il y a 22. Bien sûr. Maintenant, si tu prends la réglementation, moi je l'ai lu dans tous les sens du terme, mais dans l'audit énergétique, commence par l'audit énergétique, tu as 20 points, et il y a une 21e, ou COFRAC, c'est pareil, c'est ma méthodologie à moi. Mais qui a décidé ma méthodologie? Dans la norme COFRAC, je le lisais hier dans le cadre d'un litige qui ne nous concerne pas. C'était pour une société qui a fait appel à mes services. 21e règle COFRAC, c'est mes règles internes. Mais les règles internes d'une boîte COFRACée X, Y, Z, en fait, c'est toi qui l'écris, ta règle. Donc, il suffit que dans une boîte COFRACée, eux, ils ont écrit 21e règle de cette façon-là. L'autre, qui ne sont pas consultés, ont écrit autrement. Donc, dans le cadre de recontrôle d'une boîte COFRACée sur l'autre boîte COFRACée, comme ça se passe aujourd'hui sur la barre TH 164, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est la foire. Bien sûr. C'est la foire, c'est la loterie. Vas-y, voilà. Donc, les prises de mesure, il n'y a pas la même réglementation, mais je peux t'en parler pendant 100 ans. On va s'arrêter. Mais voilà. Donc, Et alors, un peu de fiction. On va faire un peu de fiction. Fiction. 2027. Alexandre Gorassi nommé ministre de l'énergie renouvelable et de la transition énergétique. Magnifique. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors déjà, impossible. Moi, en politique, je serais un massacre à la tronçonneuse. Donc on te donne carte blanche pour tout changer, mettre ça au clair pour que ça marche. Au clair pour que ça marche. Écoute, moi, je te dirais, je vais simplifier les systèmes au niveau administratif déjà. Un dossier, barre TH 164 ou 174, peu importe. Mais j'achète 10 maisons. Il y a autant de papiers que chez un notaire. Mais allô? On est en train de faire la rénovation énergétique d'une maison. 412 000 papiers, 693 000 points de contrôle. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, tu vas dans d'autres pays anglo-saxons, tu rentres. Moi, j'étais choqué. À Londres, je passe devant Mercedes et il y avait une publicité en disant rentrez chez nous. Si au bout de 15 minutes, vous ne sortez pas avec votre véhicule, on vous l'offre. Ils te mettent au défi. J'ai dit, c'est pas possible. 15 minutes pour qu'il me fasse une carte grise et qu'il me file les clés et que je sors avec la voiture. Aujourd'hui, tu veux faire un leasing. Un leasing, c'est quoi? C'est une location. Donc, la carte grise, elle n'est même pas à ton nom. En France, c'est la journée. La journée, mais tente ta chance, tu verras. Mais tente ta chance, tu verras que si tu as eu ton leasing, l'accord de ton leasing au bout de 8 à 10 jours, c'est que tu es un champion du monde. Mais c'est la réalité. Ouais, bien sûr. Tu vas louer une voiture sur 36 mois, mais il faut que tu puisses monter sur tes 12 générations d'avant
pour montrer patte blanche en disant « Oh, je veux louer une bagnole, quoi. » Qu'est-ce que tu vas faire de la voiture et où est-ce que tu vas mais aller? non, mais oublie ça. Voilà. Donc, mais alors, histoire rigolo, on a pris des leasings hein, dans le monde de l'inspection ou les mares. Et puis le salarié, il se fait arrêter par les gendarmes. Il a passé 48 heures en garde à vue, etc., etc. Et puis, on envoie les avocats. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Il était accusé de vol de voiture parce qu'il était près de la frontière allemande et ils ont des puces dans les voitures de location et ils ont pensé que le type, il allait se barrer avec la voiture, etc., etc. Mais pour te dire, et on est sur une location de voiture. Tu prends un dossier de travaux d'ampleur ou bien de bar, enfin, versus 164, etc., etc. Entre l'audit énergétique, qui doit faire 45 pages, 60 pages, entre le devis et facture, etc., etc., à H et tout ce qui en suit, le rapport COFRAC, etc., mais tu as le temps d'acheter 3 châteaux. Bien sûr. Donc, tu simplifies. Première chose, tu simplifies La l'administration. première chose, c'est la partie simplification des process et tout ce qui est administratif. Alors, ils sont partis inventer des systèmes qui n'existent pas. Des numéros de cadastre. Waouh, les numéros de cadastre. Mais on est en 2025, bordel. On n'est plus en 1900, enfin, par 1800, je dirais, pour aller chercher des numéros de cadastre. Quand tu leur demandes de marquer le numéro de TPL, c'est le point de livraison, le tableau Linky. Aujourd'hui, tout le monde a Linky. Encore une fois, ça aussi, c'est une autre chanson. Mais il ne peut pas y avoir de fraude. Puisqu'il y a des lieux-dits. Les lieux-dits, c'est qu'il n'y a pas de cadastre. Donc, on ne va pas pouvoir, lieu-dit, c'est égal fraude. Mais quel lieu-dit, c'est égal fraude? Maintenant, au lieu d'imposer les numéros de cadastre, vous imposez les numéros de PPL, c'est-à-dire les points de livraison électrique. Ton numéro de contrôle Linky, qui est unique, comme notre ADN, unique au monde. Et bien voilà, on a trouvé la solution. Et quand tu leur dis ça, comme l'idée ne vient pas d'eux, ils réfléchissent 100 ans. Et finalement, on le trouve là, dans les textes. Voilà. Parce qu'il y en a un qui s'est dit, ben voilà, on va y arriver. Donc, la simplification administrative, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut que notre gouvernement s'intéresse à des cas bien particuliers. Ça veut dire que moi, je suis là pour la protection des gens, ce qu'on appelle vraiment les grands précaires. Alors, il y a des fois une espèce de cheveux de différence entre le grand précaire et le précaire. Ça aussi, il faut regarder. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment on peut régler ça? Parce qu'il y aura tout le temps. Parce qu'il suffit que tu fasses un dépassement de 10 euros bien sûr. sur ta tranche que tu magique. n'es plus considéré comme grand précaire. Bien sûr. Donc, mais d'un côté, il y aura toujours une précaire, grand précaire, il y aura toujours une différence. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui est juste au-dessus ou juste au-dessous. Mais est-ce que tu t'imagines déjà que les 10% de reste à charge pour un grand précaire, on n'y arrive pas. Ah oui, on n'y arrive pas. Et les 20% de reste à charge pour un précaire, alors que si tu prends la feuille d'imposition d'un grand précaire et le précaire, et cette différence est de 11 euros qui le fait passer dans la barre au-dessus en tant que précaire, alors lui, on y arriverait 10 fois moins. Donc, il faudra que tout le monde fasse l'effort de dire, OK, on fait, nous, je pense, les mares, ils peuvent constituer un dossier, ça veut dire qu'il faut rajouter cette partie-là, de dire, OK, on fait une feuille de route financière. Donc, on fait du cas par cas. On est là pour ça.
La mission MAR a été confiée dans ce sens-là, c'est d'aller d'aider son prochain et des gens qui sont en difficulté. Eh bien, jouons notre rôle jusqu'au bout. Allons-y. Alors, on prend le taureau par les cornes. De toute façon, passer 2 heures ou 3 heures chez le client, c'est exactement la même chose. Mais là, de produire une fiche, de dire, OK, voilà les revenus du foyer, voilà le nombre d'enfants à charge, et voilà les charges, etc., etc. Et de finir par une note en disant qu'on ne peut pas, le foyer, qu'il soit précaire ou grand précaire, selon ce qu'on trouve, c'est-à-dire faire du cas par cas. Ok. Voilà. Il ne faut pas mélanger chiffon et serviette. Bien sûr. Il faut savoir faire du cas par cas. Et je pense que les MAR devront faire ce messager, le rôle du messager, avec entre les gens de l'État, les DDT ou les agents de l'ANA, mais on est tous des humains. À partir du moment où on a l'explication chiffrée, appuyée par de la partie documentaire. Bien sûr. Je pense que dans ce cas-là, on peut légaliser les travaux à 1 euro ou 0 euro. L'histoire de 1 euro, voilà. Il faut sortir de ce cadre. Je pense qu'il faut aller sur la gratuité de l'installation intégralement, de pouvoir faire du cas par cas. Aujourd'hui, c'est ça la difficulté pour les gens du secteur. Alors, tout le monde essaye d'inventer un système, mais je pense que dans les inventions, il faut se calmer, il faut s'opposer, et il faut arrêter ces contrats bidons d'image de marque, et puis votre suivi conso, et je te fais un contrat d'entretien, ou l'affichage publicitaire que vous devez garder 5 ans, comme quoi j'ai rénové votre maison. Les services de police et la répression des fraudes, ils sont tous au courant de ça. Ce n'est pas des enfants, c'est des professionnels. Il faut les respecter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En jouant à ce jeu-là, personne ne va gagner. Donc, par contre, soyons dans le positif. Venez expliquer les choses aux gens. Voilà, en établissant un document, en disant la personne ne peut pas. La personne est interdit bancaire, la personne est en commission de surendettement. Ils n'ont pas, ou tout simplement, vu les charges, qu'on apporte les charges. On va passer de 192 pages à 198 pages. Pendant qu'on y est, on y va. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis à ça près. Voilà. Donc, et on y va, on pose l'affaire sur la table, et c'est parti. Donc, et là, je pense qu'il y a des cœurs, que ce soit dans les DDT, dans les ministères, qui vont dire ils ont raison, on ne peut pas. Donc, peut-être même d'avoir l'instructeur qui dit j'accepte. Et là, il ne peut plus le retoquer, le dossier. Bien sûr. Voilà, grosso modo, ce que je ferais. Donc, la simplification documentaire, enfin, tout ce qui est administratif, et puis de faire un système cas par cas. Et puis, il y a une chose qu'on a oublié de parler, je pense que ça sera la note de la fin. Avant travaux d'ampleur, sur la barre TH164 de la Renault Globale, 60% des volumes se faisaient sur la partie classique et intermédiaire. Ils ont mis en place MaPrimeRénov' et le système MAR. C'est très bien. Encore une fois, je ne critique pas. C'est très bien. Sauf que ça a été toujours pensé à moitié. Donc, on a des objectifs d'ici 2050. On avait vu que l'ANA s'était engagée à partir à rénover 750 000 ou 700 000 logements par an. Ils ont descendu leur seuil à 160 000 logements. Problème budget. Deuxième effet qui se coule, ils ont dit « Ah, c'est un peu trop. » Là, la dernière version, c'est 60 000 logements. Ah ouais. Oui, monsieur. Donc,
encore une fois, là, en règle générale, à 99%, on est dans la précarité. Mais c'est 60% de logements intermédiaires et classiques. Qu'est-ce qu'on a comme offre aujourd'hui? Moi, c'est la question qu'on me pose tous les jours, que ce soit les obligés, les délégataires, les acteurs du C2E. Ils me posent systématiquement cette question en disant, mais qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution à ces gens-là? Bon. Quand je vais dans les ministères, on me dit, oui, mais ces gens-là, ils peuvent faire des financements. Mmh. Ils ont raison. Indéniablement raison. Simplement, il y a un moment où les intermédiaires, qui ne sont pas les aisés, même un financement, ça ne passerait pas, encore une fois. Mais, et puis, l'offre n'est pas sexy. Quand on vient, on leur dit, bah, vous allez avoir pour 2 300, 400, 500 000, 5 000, 7 000 au bout du monde d'aide sur 35, 40 000 de Réno Global. J'appelle pas ça le rôle actif et incitatif. Donc, ils ont le passage entre les C2E et l'ANA, ils ont fait reset sur 60% du marché, donc en baissant de 700 000 logements à 60 000, et en abandonnant toute la partie classique, que je qualifierais de classique, mais en 2050, on en saura où? Ça, c'est vraiment ma question. On sera loin des objectifs. Bien sûr. Et puis, la partie tertiaire et industrielle, ils misent énormément dessus. Alors, sur la partie tertiaire, beaucoup d'eau fraude, en effet. Voilà, donc il n'y a plus de fiches. Vous ne sortez pas des fiches. Voilà. Alors, si, ils sont sortis des fiches. Alors, ça me fait rire. Les thermostats connectés, magnifique, ça me fait une belle jambe. Magnifique. C'est bien pour les fabricants. Ça a bien marché en plus. Hein. C'est bien pour les fabricants de thermostats, mais qu'est-ce que ça apporte comme économie d'énergie? C'est ça qu'il faut me dire. Donc j'invite tous les experts du métier à venir me rencontrer et de pouvoir me convaincre sur les économies d'énergie que ces thermostats apportent. Surtout une chose, c'est que, alors les thermostats, j'en ai fait en 2014. Okay. On posait les thermostats connectés dans les logements étudiants. Voilà, donc dans les résidences étudiantes. Et puis avec une grande marque que je nommerai pas, donc voilà. Et puis à un moment donné, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont dit, il n'y a pas de retour sur ces thermostats, c'est bizarre. Donc voilà, donc ils se sont rapprochés du fabricant, et le fabricant, il dit, non, mais moi, mes thermostats, je suis sûr de moi, mais ça ne va pas, ils ne sont pas en panne. Mais ça ne fonctionne pas, on n'a pas de retour. Pas de retour, bien. Donc, on va visiter. Donc, je me suis déplacé, voilà. Donc, je faisais de l'expertise à l'époque. On va visiter. Et puis, on arrive dans l'ascenseur. J'ai dit, bon, on ne va pas plus loin. Stop, on descend. C'est bon, j'ai fini ma mission. Ils ont dit, comment ça? Je dis, vous avez vu l'affiche, là? C'était un ingénieur, un étudiant en ingé, qui avait dit, si vous avez froid dans vos chambres, voilà le fil que vous devez déconnecter avec le schéma. Tout. Incroyable. J'ai dit, voilà, ma mission s'arrête là, c'est bon, on gagne du temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Alors, j'ai cette expérience depuis 2014. Bien sûr. Alors, quand ils ont sorti l'affiche de thermostat connecté, d'ailleurs, j'en ai pas fait, moi, personnellement, dans la partie Valo. J'ai pas fait un seul thermostat. Okay. Parce que je connaissais déjà l'inefficacité. Mais exactement. Donc, et puis, ça a donné un système de dérive qu'on peut imaginer. Okay. Et puis, après, derrière, l'invention de vélo cargo. Alors là aussi, c'était magnifique. Mais ça, c'est des coups de magie. Mais ça, si on raconte, mais personne ne croirait. Mais sur la partie ridicule, on ne peut pas être plus ridicule. Alors,
qu'il y a de litige, hein, qu'il y a de Ok. litige. Donc, on m'appelle, c'est une très grande entreprise française qui m'appelle, plus de 3000 salariés, Ok. donc sur site, hein, il faut le Ok. faire. Ok. Et donc, du coup, on me pose la question en disant écoutez, on nous a fait une offre avec 3000 vélos cargo. Ok. Et j'étais avec le responsable juridique de cette entreprise, grande entreprise, que je connais très bien, hein, c'est un ami. Ok. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, bah, écoute, ce que j'en pense, bah, écoute, annule ta commande, vous allez avoir des vrais problèmes. Et j'ai dit, bon, pour m'amuser, hein, j'appelle l'entreprise qui avait fait l'offre, le devis, et je pose la question au chef d'entreprise hein, au téléphone. Je dis, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous allez... Il y a 3000 salariés sur site, hein, c'est un très gros site, et 3000 vélos cargo. Comment vous justifiez? Voilà. Il me dit, ah non, mais moi, sur la fiche, c'est pas marqué. Moi, je fais appliquer ce que j'en déduis de la fiche. Donc, c'est pas indiqué un vélo cargo par entreprise. On peut mettre autant qu'on veut. J'ai dit, d'accord, très bien. Donc, j'ai dit, maintenant, expliquez-moi. Dans cette entreprise, il y a le responsable juridique que j'ai eu au téléphone. Je ne lui cache pas. Il y a un DAF, directeur administratif financier. Il y a du personnel d'accueil. Hein. Ils sont 6-7 hôtesses qui sont en bas, assises, en tenue d'hôtesse, magnifique. Et puis, il y a pas mal de gens qui n'ont pas besoin de vélo cargo. Je comprends tout à fait. Bon, s'ils ont des produits à déplacer, etc., ou à livrer, c'est très sympathique. Mais voilà. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est la réponse. Le DAF, quand il veut aller voir son comptable ou le cabinet d'experts comptables, au lieu de prendre sa voiture, il met toute sa comptabilité dans le vélo cargo. Le responsable juridique, il veut aller voir son avocat ou vous, son conseiller. Il met le devis dans le vélo cargo, il vous le livre. J'ai dit, mais on n'a pas fini. Mais bon, voilà, c'était pour détendre l'atmosphère Bien sûr. que je te raconte. Et la fiche, elle s'est arrêtée immédiatement. La fiche cargo. Elle s'est arrêtée. Moi, j'avais annoncé d'ailleurs que je ne donnais pas plus d'une semaine à cette fiche, mais c'était une semaine de trop. Mais bon, après, on a fait des propositions, ça il faut le savoir, le côté positif. Okay. On a fait énormément de propositions sur des fiches standardisées. On a fait des propositions sur des fiches standardisées qui n'existent pas. Donc, on a inventé de toutes pièces. Donc, on a fait des propositions, on est en attente de réponse. Et également, on a fait une proposition de faire un nettoyage qui était vraiment nécessaire sur l'ensemble des fiches. Parce que dans le secteur où on est à la résidence, enfin tout ce qui est résidentiel, tertiaire, industriel, agricole et transport, il y a 5 domaines avec des différents nombres de fiches dans chaque domaine, 160, 170, je ne connais plus le nombre exact, parce qu'il y en a qui viennent au monde, il y en a qui partent, il y en a qui se font abroger, il y en a qui se font raboter, il y en a qui... Voilà, mais on doit être dans ces eaux-là, je dirais entre 160 et 180, si ma mémoire ne flanche pas. Donc voilà, on a fait un nettoyage en disant, voilà, on a fait des propositions à différents services de l'État, ministères, en disant il faut enlever, il faut évincer un certain nombre de fiches, de pouvoir créer des nouvelles fiches et de valoriser et surtout de mettre le service numérique à disposition de l'ensemble des acteurs pour qu'on évite d'avoir des dérives. Voilà, grosso modo, c'est mes propositions. Et je pense que si j'étais ministre, chose qui ne m'arrivera jamais, j'espère, mais de tout cœur, hein, mais c'est une lourde tâche. Donc, du coup, voilà ce que je ferais. C'est-à-dire que je mettrais un système de transparence. Je n'appelle pas ça anti-fraude.
La fraude, elle existe à partir du moment où on laisse des portes ouvertes. Voilà. Donc, à partir du moment où on a fermé les portes, on a encadré un système, il ne peut pas y avoir de fraude. Bien sûr. Donc, on met un système de transparence, on facilite la partie administrative et puis on automatise. Aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires, avec l'IA, etc., la partie contrôle documentaire, et on arrête de chiner. Et voilà. Et puis, on mettra en face, par contre, un service sur mesure, ce qu'on appellera, par rapport à la situation des personnes qu'on rencontre. Je pense qu'en tant qu'être humain, c'est notre devoir de rentrer dans le détail, puisqu'on passe, en tant que MAR, beaucoup de temps chez les gens, on leur apporte beaucoup de conseils. Je pense que si on se prend un quart d'heure, 20 minutes supplémentaires, et peut-être une demi-heure de plus pour taper un rapport à l'attention de l'administration ou éventuellement les DDT, les instructeurs ou les agents de l'ANA, je pense qu'ils vont comprendre la situation de la personne, et là, on peut travailler dans l'égalité plutôt que l'illégalité. Enfin, plutôt que d'inventer des systèmes qui ne devraient pas exister. Voilà le mot de la fin, mon cher ami. Est-ce que tu as d'autres questions? En tout cas, moi, je vote pour toi. Si tu te présentes. Allez, c'est fait. Moi, je voterai pour toi aussi à mon tour. Mais... On mettra évidemment tous les liens en description. Surtout, j'ai oublié le nom de l'application anti-violence. Nonchi. Voilà. Et tu peux le trouver sur Forbes parce qu'ils ont fait un article sur On mettra tous les liens en description de ça et même de tout ce que tu peux faire, etc., de tes réseaux sociaux, etc. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi de m'avoir reçu en tout cas. C'était vraiment un plaisir et c'est des thèmes qu'on n'a jamais abordés aussi profonds, donc merci beaucoup. Eh ben écoute, voilà, tu as voulu, tu l'as eu. Et je pense qu'on aurait pu faire encore, on aurait pu faire largement encore 3, 4, 5 heures. On peut continuer pendant une semaine, 10 jours, mais on va s'arrêter là, je pense. Voilà. L'ensemble des sujets ont été dits. Je pense que l'essentiel, on a fait vraiment le tour en long et en large. Bien sûr. Mais l'essentiel, voilà, je sais que en montage, tu vas souffrir. Hein, mais bon, cela dit, c'est ton métier. En tout cas, merci pour tout. Merci et puis, à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. On se dit à très bientôt sur ILA26 TV pour un nouveau podcast. C'était Yaniv. Salut.